beaucoup, Mickaël. Luc Carvounas, on va revenir effectivement à ce que disait Ségolène Royal, mais peut-être une réaction, vous, sur ce bilan de la législature, sur ce travail parlementaire. On voit, rien ne trouve grâce finalement aux yeux de la droite. Alors juste avant de réagir, à titre très personnel, j'ai fait mes premiers pas le 1er octobre 2011 comme un des plus jeunes sénateurs de l'hémicycle, avec des amis comme aujourd'hui Christophe Béchu, avec Public Sénat. Et on s'en souvient, effectivement. Je veux tirer mon chapeau à cette belle chaîne du service public. Je suis très heureux que finalement, et je vous en remercie, ait été invité pour les dernières questions d'actualité. Pour mon parcours personnel, vous savez que je ne me représente pas au Sénat. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. Voilà, c'est dit. Pour répondre à votre question, écoutez, mon collègue est dans le rôle de la majorité sénatoriale qui souhaite préparer les conditions d'une alternance. Maintenant, tout à l'heure, dans l'hémicycle, j'avais un peu le sentiment... dans les prises de parole justement de la majorité, que c'était un petit peu un concours de casting pour se faire repérer soit par Bruno Retailleau, soit par François Baroin, pour être potentiellement dans un futur gouvernement. Tout ça fait partie du jeu politique. Après, pour celles et ceux qui nous regardent, ce sont les Français et c'est l'histoire qui jugera finalement ce qui a été fait dans ce quinquennat. Tout n'a pas été bien fait. Sinon, le président sortant se serait représenté. Moi, je n'aime pas la langue de bois. Maintenant, tout n'est pas joué non plus. Et je pense que dans le clivage gauche-droite qui existe ici dans cet hémicycle, de belle manière, parce qu'avec beaucoup de respect mutuel, je crois qu'il faut que chaque parti, maintenant, avec nos candidats respectifs, nous fassions des propositions programmatique pour l'avenir, sans quoi finalement ceux qui iraient dans l'interstice de tout cela, avec un vide politique, on l'a bien compris, qui se disent ni de droite ni de gauche, qui récupèrent le candidat du MoDem, qui était avec Jacques Chirac, qui était avec Nicolas Sarkozy, avec Ségolène Royal. Vous parlez d'un vide politique, mais c'est peut-être un espace qui est en train de se remplir aussi, justement, cet espace au centre de je ne le pense droit, pas parce que je ne le pense pas parce que dans le faux plat qui a été celui de François Fillon lié aux affaires et dans le faux plat aussi d'une après-primaire de tout candidat, et je parle du mien, Benoît Hamon, je n'ai pas vu une percée majeure du candidat Emmanuel Macron dont tout le monde prédit un destin présidentiel qui n'est qu'un destin personnel. Et moi, je veux sincèrement pour les Français et les Françaises qui nous regardent, notamment sur le plan des valeurs, parce que sur les valeurs, on ne peut pas déroger. On ne peut pas un jour dire blanc, un autre jour dire noir. Eh bien, il faut que l'on leur dise simplement vers où nous voulons les emmener. Après, je suis dans mon rôle, mais parce que je le pense, que les mesures structurelles qui ont été mises en œuvre, mais qui ne se voient pas encore complètement, mais que certains économistes rappellent, au moins sur les voyants qui passent au vert, sur les questions macroéconomiques, je pense que les fondations ont été posées. Je me bats pour que ces fondations profitent à un président demain qui soit toujours socialiste. Alors, on va continuer, mais on retourne salle des conférences. Vous savez, Alain Juriandé, c'est le principe aussi de cette émission. Nouvelle réaction avec la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi. À vos côtés, Mickaël. Oui, quelques minutes avec Éliane Assassi. Bilan pareil pour ces questions d'actualité. Le groupe communiste n'a pas vraiment travaillé avec la majorité de l'époque socialiste et après la majorité de droite. Vous êtes resté un parti à part. Oui, je ne sais pas si on peut dire un parti à part, en tout cas un parti fidèle aux objectifs qu'il s'était assigné. Je rappelle quand même que nous avons soutenu le gouvernement dans la première année de son quinquennat en portant l'ambition qu'il réussisse, que la gauche réussisse dans ce pays. Nous avons connu quelques déceptions, mais nous, à la limite, ce n'est pas grave. Le peuple a connu un certain nombre de déceptions. Et donc, nous avons, en tant que tel, en tant que groupe communiste, républicain et citoyen, essayé de mener des batailles pour faire valoir une vraie politique de gauche. Il y a un événement qui vous a marqué particulièrement pendant ce quinquennat ? Il y a plusieurs événements, il y a plusieurs lois, l'ANI, la loi Macron, la loi travail. Les manifestations autour de la loi travail, tout cela. Oui, bien sûr, les manifestations, mais les manifestations ne sont que la résultante d'un projet de loi. Et donc, nous avons essayé à 21, à 20 dans l'hémicycle, d'être les porte-voix de ceux qui se disaient dans la rue de rejet de ce projet de loi. Donc, on a mené des belles batailles. Merci beaucoup, Éliane Assassi. Je vous propose qu'on aille ensemble retrouver André Vallini, qui est le secrétaire d'État en charge, évidemment, du Parlement. Quelques mots, André Vallini, parce que c'est l'heure du bilan. André Vallini, vous êtes secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. S'il y avait des images et des débats qui restent en mémoire, ça serait lesquels ? En ce qui me concerne, c'est la réforme territoriale. Parce qu'avant d'être aux relations avec le Parlement, j'ai été au développement et à la francophonie. Et encore avant, j'étais à la réforme territoriale. Donc
C'est cette réforme qui m'a le plus marqué parce que je m'en suis occupé du début jusqu'à la fin et ça a été beaucoup de travail au Sénat, à l'Assemblée, des centaines d'heures de discussions, d'amendements examinés. Et puis bien sûr, après, sur le développement de la francophonie, j'étais moins présent au Parlement parce que ça se passe plus au plan international. Et là, en relation avec le Parlement, j'y suis très présent au Parlement et ça me passionne. Le Sénat, l'Assemblée, on est vraiment au cœur de la machine gouvernementale et parlementaire. C'est une tâche passionnante. C'est l'heure du bilan. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des choses à nous formuler de la part du gouvernement qui, évidemment, espère capitaliser sur ce bilan? Alors j'ai des chiffres qui sont très bons en termes d'exécution des lois. Il y a eu une réunion cette semaine, présidée par Gérard Larcher d'ailleurs au Sénat, sur l'exécution des lois. Parce qu'on dit toujours les lois sont votées, parfois elles sont trop nombreuses, trop longues, et puis surtout elles ne sont pas appliquées. C'est ce qu'on vient de nous dire. Oui, eh bien justement, c'est de moins en moins vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 91% des lois votées sous ce quinquennat, pendant cette législature, sont déjà appliquées, en tout cas applicables. Tous les décrets sont sortis pour 91% des textes. Il y a encore du travail et je m'y emploie parce que le Parlement s'arrête aujourd'hui, mais je vais continuer moi à travailler tout au long du mois de mars et du mois d'avril. Je vais veiller à ce que 350 décrets qui sont encore en attente soient publiés pour que toutes les lois votées depuis 2012 soient applicables. L'accélération est considérable. Il faut savoir qu'à la même époque, sous le quinquennat précédent, on était à moins de 80% de lois applicables. Là, on est à 91%. François Hollande y tient beaucoup. C'est une de ses priorités en Conseil des ministres, chaque semaine ou presque. Il interroge le gouvernement, et moi en particulier, sur l'exécution des lois votées. Bernard Cazeneuve y tient beaucoup aussi. Et je pense que sur ce plan-là, le bilan va être très bon. Un autre point que je veux souligner, notamment parce que nous sommes au Sénat, moi je crois beaucoup au bicamérisme, à l'importance du Sénat. Toutes les grandes démocraties, la plupart des grandes démocraties, ont deux chambres. Une chambre basse, l'Assemblée nationale, une chambre haute, le Sénat. C'est très important, ça permet d'améliorer les textes. Il y a un dialogue constructif qui s'établit entre les deux chambres. Et vous savez que lors de cette législature, pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, les 2 tiers des textes ont été adoptés après un accord entre les deux chambres, après que les textes aient été travaillés par les deux chambres avec des amendements sénatoriaux de l'Assemblée nationale. Il y a un accord sur 2 tiers des textes. C'est dire l'importance du bicamérisme, très utile à la démocratie. Voilà, un défenseur du bicamérisme. Merci beaucoup, André Vallini, de nous avoir révélé tous ces chiffres. Merci. Delphine, voilà pour les réactions ici, salle des conférences. Merci beaucoup, Mickaël. Alain Juandé, on a entendu André Vallini parler de la réforme territoriale. C'était un des points forts de ce quinquennat. Comment l'avez-vous vécu ? Je vais y revenir juste avant, si vous me le permettez, comme l'a fait mon collègue, remercier Public Sénat pour cette invitation qui est un peu une conclusion, hein, n'est-ce pas? Moi, j'ai une autre façon de réagir que celle de mon jeune collègue. Il se trouve que j'ai été élu Benjamin du Sénat en 1995. J'ai quitté cette belle maison pour aller à l'Assemblée nationale pendant 10 ans et j'y suis revenu. Donc ça me donne un regard sur le travail des deux assemblées. Je suis tout à fait d'accord avec André Vallini sur la qualité du travail du Sénat, sur l'indispensable présence du Sénat, même s'il y a trop de parlementaires, il faut sans doute en enlever à l'Assemblée et au Sénat, mais en tout cas bien garder ces deux chambres. Et un regret que j'ai vraiment, puisque nous sommes ici dans l'Assemblée des collectivités, je trouve que pendant ce quinquennat, on a vraiment malmené nos collectivités territoriales. Je crois que les réformes successives, et André Vallini y a fait allusion, et je regrette que la CMP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire le moment où les sénateurs et les députés se mettent d'accord finalement pour changer un peu ce qui a été voté en Assemblée, je regrette qu'on ait trop malmené nos collectivités. Je défendrai dans quelques instants tout à l'heure au Sénat la proposition de loi qui a été annoncée par le président Larcher pour faire en sorte que certaines compétences comme l'eau et l'assainissement ne soient plus transférées obligatoirement aux communautés de communes, mais que ce soit les communes qui le décident et que ce soit une possibilité mais plus une obligation pour essayer de redonner un peu de sérénité à nos élus. Et moi, je pense que... Moi, j'ai pas fait le tour donc de ce qui reste. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et si je peux juste ajouter un mot pour vous dire mon inquiétude sur nos institutions. J'ai fait référence à mon arrivée ici en 95. Jamais je n'ai senti nos institutions aussi bouleversées, aussi fragiles, aussi Est-ce qu'il y a de la défiance inquiétantes. de la part des citoyens? C'est ça que vous voulez dire, Alain Juandé? Je pense qu'il y a une très grande défiance. Comment vous l'expliquez? Est-ce que par exemple, si on prend l'actualité, l'affaire Pénélope Fillon, ça aussi, ça peut contribuer à la défiance des citoyens envers le Parlement? Mais bien sûr, vous savez, je suis très malheureux parce que, mon cher collègue, je ne suis pas dans une posture, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne suis pas connu pour être dans une posture, je suis assez indépendant et ni connu pour faire la langue de bois. Donc je suis très malheureux de ce que nous vivons actuellement dans notre famille politique. J'espère qu'on en sortira. J'espère surtout que la France ne sera pas affaiblie. Et quand je parlais de nos institutions, je pense qu'on est arrivé au bout
au bout de la façon dont on gère maintenant l'élection au suffrage universel du président de la République. Vous voyez où on en est arrivé? Le quinquennat, l'inversion du calendrier, l'organisation de ces primaires. On voit les conséquences négatives pour la gauche et pour la droite. On est à 2 mois des élections. Alors, on n'a encore pas compris. On n'a encore pas compris ce qui allait se passer pour l'élection présidentielle. Est-ce que cette défiance aussi vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du Parlement, vous la ressentez? Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, pour cette émission, une dernière après les QAG, vous avez invité 2 sénateurs de gauche et de droite qui sont d'accord sur la question des institutions. Ce sont les maires qu'on a malmenés. Moi, je ne vais pas changer d'avis sur ce que j'ai dit lors des débats, sur le non-cumul des mandats, sur la loi NOTRe. On a eu ce chic de bannir comme seul métier des 2 hémicycles le métier de maire, avec l'expertise territoriale que cela revêt, avec l'intérêt que cela peut avoir pour les populations en général. Et si je dis cela, c'est que j'ai été des rares, pas suffisamment majoritaire dans mon groupe, de dire par exemple que lorsque je suis francilien, la métropole du Grand Paris a été mise en œuvre, le Premier ministre de l'époque avait créé une mission qui regroupait 131 maires, et nous avions à 96%, la droite et la gauche, voté une copie qui a été totalement déstructurée par les néo-députés à l'Assemblée, plutôt suivis avec intelligence par nous-mêmes au Sénat, mais nous sommes la Chambre des territoires, avec des expériences des locaux, patrons d'exécutifs que nous sommes. Voilà, je pense que la copie n'est pas terminée. N'est pas terminée sur la réorganisation territoriale. Je pense qu'il y a un vrai débat qu'il faudra assumer, et moi je rejoins, je n'ai pas peur de le dire, on a le même ADN, je n'ai pas de langue de bois. Ce que disait, je l'ai écouté ce matin, François Baroin, nous n'avons pas assumé avec beaucoup de liberté le débat démocratique et politique sur les institutions et notamment sur la nécessité de ne pas couper le lien entre la nation et les territoires en permettant aux maires de siéger. Avec un besoin de moralisation aussi, c'est ce que demandait hier François Bayrou. Oui, mais excusez-moi, les élus, on a certes des devoirs, mais on a aussi des droits. Et à force d'avoir des collègues qui n'osent pas porter le débat, qui reculent face à la vox populi, eh bien, on creuse la défiance. On laisse entendre que finalement, nous qui sommes sur le collectif, finalement, nous sommes là pour nous-mêmes. Excusez-moi, nous sommes là H24 pour les populations qui nous ont fait tout simplement confiance. Et là, cela fait consensus sur la vision, en tous les cas, que j'ai de nos institutions françaises. Oui. Alain Joyandet, sur cette question de la moralisation de la vie politique. Je pense qu'on aura besoin encore, hélas, j'allais dire, mais on aura besoin encore, hélas, d'une nouvelle loi sur la moralisation de la vie politique. Parce qu'on voit bien que ça profite à l'extrême droite avec Marine Le Pen, et bien qui est en constante hausse dans les sondages. Je pense que, hélas, on ne va pas y couper, mais ce que je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, toujours sur le thème de on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, je pense qu'on n'a jamais fait le tour. Et il me semble qu'actuellement, on a vraiment besoin d'une réforme de nos institutions. Pourquoi? Parce que nos institutions ne collent plus avec l'organisation de la société. Ça passe par quoi? Parce que vous évoquiez la diminution du nombre de parlementaires. Pas seulement, Pas seulement. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans la société nouvelle, dans nos entreprises, je suis chef d'entreprise, il n'y a plus qu'en politique où on peut penser qu'une seule personne peut détenir à elle seule la destinée d'une communauté. Je pense qu'on a besoin de travail collectif. Donc le non-cumul, comme Luc Arvounas, vous pensez que c'était une erreur? Je m'avance, j'ose dire ça. Je sais que pour un gaulliste, je vais me faire taper sur les doigts, mais ça fait rien. Je pense que la vraie question de nos institutions aujourd'hui, de l'avenir de notre pays, c'est aussi est-ce qu'on est capable encore dans l'avenir d'assurer l'élection du président de la République au suffrage universel dans des conditions qui soient des conditions qui nous permettent de préparer l'avenir. On a perdu les grands tournants 70, 80, dans ces années où il y avait des grandes décisions à prendre. Elles n'ont pas été prises. Je note que dans les pays qui vont mieux que nous, dans les pays qui vont mieux, il n'y a pas forcément un président ou une présidente élue au suffrage universel. On a le droit de se poser cette question. On peut faire toutes les lois sur la moralisation de la vie politique, mais à un moment donné, il faut aussi poser les cadres. Lorsque j'ai été élu sénateur, moi ça faisait 15 ans que j'étais dans la fonction publique, certes pas fonctionnaire, contractuel. Le jour où j'ai été élu sénateur, je ne suis pas chef d'entreprise, j'ai démissionné, j'ai pris tous les risques. Il n'y a pas de statut de l'élu. On ne favorise même pas le turnover de toutes les catégories socio-professionnelles dans les hémicycles, que ce soit au niveau local, départemental, régional et national. Et donc, si on n'arrive pas à mettre un statut de l'élu, si on n'arrive pas, on nous dit, parce que, je l'entends beaucoup, moi j'ai travaillé, j'ai écrit un ouvrage sur les institutions, j'étais dans la commission Vinocq-Barthelone, je pense que ces 6 dernières années, j'ai beaucoup phosphoré sur cette question-là, mais diminuer le nombre de parlementaires, il faut que l'on se rende bien compte que cela voudra dire, pour nos concitoyens, qu'il y aura des députés pour beaucoup plus de Françaises et de Français,
un moment où on va vers une centralisation de plus en plus grande autour des métropoles. Et il ne suffira pas à chaque élection de nous dire les territoires périurbains et ruraux sont délaissés si nous n'avons pas des représentants de toutes les régions et de tous les territoires. Moi, je suis très simple et très clair. Je souhaitais un non-cumul dans le temps pour favoriser ce turnover et ne pas avoir des collègues avec une vraie expérience de l'âge de leurs artères, comme je dis souvent. Mais à un moment donné, il faut juste assumer les sujets. Il nous reste 3 petites minutes. Je voudrais aussi vous entendre, puisque dans 20 minutes, eh bien, Emmanuel Macron et François Bayrou vont se retrouver pour sceller leur alliance après l'offre inattendue de François Bayrou hier au leader d'En Marche. C'est un coup dur à la fois pour François Fillon et pour Benoît Hamon. Juste un mot pour dire que l'urgence, c'est pas trop la situation des politiques, parce que la situation des politiques, malgré tout, par rapport à la situation de nos concitoyens, est plutôt enviable. Donc il faut le dire. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on arrive à mettre en place une politique qui améliore les conditions de vie de nos concitoyens. Sur la question que vous me posez, je pense que c'est un symptôme de plus des convictions que j'ai que notre élection présidentielle au suffrage universel est vraiment mal en point. Écoutez, à 2 mois du premier tour, on est encore dans des alliances. On ne sait pas qui va être avec qui va être candidat, qui ne va pas l'être. Qu'est-ce que proposent au fond nos candidats? Il fut un temps quand même, on avait 6 mois ou 8 mois pour regarder les projets, pour regarder les programmes et pour faire un choix. On est dans une élection people. Mais est-ce que cette alliance, ça assure à Emmanuel Macron d'être présent au second tour? Ça lui assure directement son ticket pour le second tour? Je ne dirais pas ça. Il y a une telle volatilité qu'on passe de 5 points à 15 points en 10 jours ou en 15 jours ou en 2 mois. Ce qu'il faut juste reconnaître d'une manière la plus honnête possible, c'est que c'est plutôt une bonne opération politique que fait M. Macron en engrangeant le soutien de M. Bayrou. C'est au détriment de François Fillon et de Benoît Hamon. Mais on reste quand même, hélas, par rapport au fond des choses, on reste quand même, hélas, dans la cuisine des alliances, alors que nos compatriotes voudraient savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'élection présidentielle. Cuisine des alliances pour quelqu'un qui ne voulait pas être d'accord avec les appareils politiques. Et puis je vais vous dire, si on regarde la sociologie électorale, l'électorat du MoDem est déjà chez M. Macron. Donc c'est un beau coup de com'. C'est un beau coup de com' politique. Mais ma seule remarque, celle que je faisais hier au Conseil politique auprès de Benoît Hamon, c'est ce que disait François Mitterrand. Le centre, il est ni de gauche, ni de gauche. Maintenant, à celles et ceux qui nous regardent, qui ne savaient pas si M. Macron était de droite ou de centre-droit, ils ont la réponse, c'est un candidat de centre-droit. Il y a aujourd'hui François Fillon à droite, il y a Emmanuel Macron au centre-droit, il y a un candidat de la vraie gauche. Pourtant, ça avait été rappelé par Ségolène Royal à l'instant sur notre antenne. Il y avait déjà eu cette tentative de rapprochement en 2007. En 2012, François Bayrou avait donné sa voix à François Hollande. Les rêves politiques et les utopies de Mme Royal qui ont abouti à rien en 2007 et qui ont abouti à peu près 7% à sa primaire de 2011 ne correspondent pas à la réalité politique que soulignait le président de la République hier au dîner du CRIF. Il y a en France une droite et il y a en France une gauche. Hélas, on a quand même un vrai changement de société. C'est pour ça que je pense que nos institutions doivent évoluer. Avant une élection, il y a quelques années, la droite et la gauche retrouvaient toujours leurs droits. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que c'est plus aussi simple, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a une atomisation des appétences et que la politique doit en tenir compte. Il ne peut pas y avoir que la politique qui ne se réforme pas. Je vous invite à lire mes écrits, je crois qu'on sera d'accord. Eh bien, merci beaucoup Alain Joyandet, merci Luc Arvounas, merci d'avoir été les derniers invités de Sénat 360. Merci de votre invitation. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons en direct du Salon de l'Agriculture et à partir du 6 mars, eh bien, nous aurons des émissions spéciales présidentielles 360. À très bientôt. Merci.